Aujourd'hui, rencontre avec Abslam Chedadi, professeur à l'université de Rabat, historien et spécialiste d'Ibn Khaldoun. Abslam Chedadi, bonjour. Bonjour. Merci de passer nous voir et de répondre à cette question. Pourquoi doit-on reparler d'Ibn Khaldoun Ibn Khaldoun, qui est donc maghrébin, né à Tunis, et qui est tout simplement l'un des plus grands penseurs universels, du moins dans son domaine, qui est l'histoire et l'étude des sociétés humaines. Alors je rappelle qu'Ibn Khaldoun est un grand savant maghrébin du Moyen-Âge. 2006 marquait le 600e anniversaire de sa mort. On a vu beaucoup d'ouvrages paraître à ce sujet, à cette occasion. Vous-même avez publié, en tant qu'auteur et en tant qu'éditeur, plusieurs ouvrages sur Ibn Khaldoun, dont votre dernier essai paru chez Gallimard, Ibn Khaldoun, l'homme et le théoricien de la civilisation. Alors on va parler de tout ça, sa vie, son œuvre, son héritage, mais d'abord une question simple. Vous avez passé presque 30 ans à travailler sur Ibn Khaldoun. Pour quelle raison ? Je crois que vous devinez facilement, à cause de la personnalité même d'Ibn Khaldoun, qui est tout à fait exceptionnelle, à cause bien sûr aussi de son œuvre qui marque une époque, en fait qui marque tout le développement des idées sur la science de la société. Et bien entendu, surtout parce que c'est un personnage extrêmement attachant, qu'il était important de suivre dans tout le parcours de sa vie et dans toute la complexité de son œuvre. Alors, on va l'évoquer donc cette vie brièvement pour savoir un petit peu de qui nous parlons. Un homme né à Tunis, mort au Caire, qui a vécu 74 ans, dont la vie est prodigieusement variée, multiple, controversée aussi, conseiller des princes, ambassadeur, etc. Et surtout, grand savant. Cette vie, est-ce qu'elle est à l'image de l'époque ou bien est-ce qu'elle est exceptionnelle ? Alors, c'est une vie qui, malgré tout, s'inscrit dans une époque. Ce n'est pas du tout un météorite qui est tombé du ciel. C'est quelqu'un qui a vécu profondément les problèmes de son époque, qui les a évoqués dans son œuvre, qui a même fait de ces problèmes-là son centre fondamental de réflexion, qui a apporté pour son époque et pour servir à son époque tout un ensemble d'analyses, de doctrines, aussi bien sur les questions politiques que sur les questions religieuses, et même parfois sur les questions de détails concernant, par exemple, le style littéraire, l'écriture de la poésie, comment on écrit la poésie, ou des choses de ce genre. Il a également apporté un certain nombre de réponses à des controverses de son époque, et donc c'est un homme de son époque. Alors, par exemple, son travail principal, c'est de penser l'histoire, de penser la politique, ce qui agite les sociétés des hommes, ce qui les fait agir dans un sens ou dans un autre. Alors, son propos, quand il écrit la Muqaddima, qui est donc l'introduction à son histoire universelle, le Kitab al-Ibar, le livre des exemples, son propos est d'abord un propos d'historien. Pour lui, pour pouvoir écrire quelque chose de correct, et de véridique et d'authentique sur l'histoire, il fallait d'abord poser les principes de cette histoire. Et les principes de cette histoire, c'est ce que nous pouvons appeler aujourd'hui une anthropologie ou une sociologie des sociétés de son époque. Et donc, la Muqaddima lui a servi comme une base théorique pour, à partir de là, écrire l'histoire. Et il a écrit une histoire universelle, qui est une histoire tout à fait nouvelle dans sa conception, malgré tout ce qui a été dit là-dessus. Parce qu'on a un certain nombre d'auteurs modernes ont dit qu'Ibn Khaldoun n'a pas appliqué à l'histoire ses propres principes. C'est entièrement faux. Et il a appliqué véritablement ses principes, en particulier sur l'histoire du Maghreb. Alors le livre des exemples qu'il a écrit vers la fin de sa vie, enfin du moins dans la deuxième partie de sa vie, c'est un récit de son époque, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il comprend. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre qui passionne autant vu d'aujourd'hui ? Alors le livre des exemples est un livre qui fait 15 volumes. Il est divisé en 3 parties. Une première partie concerne ce qu'on peut appeler aujourd'hui une anthropologie culturelle et une sociologie. Une anthropologie culturelle dans le sens où il nous parle des principes généraux
de la vie en société, aussi bien pour ce qui concerne la société où il vivait lui-même que pour la société humaine en général. Donc c'est une espèce. En Tunisie, au Maroc, en Algérie. Sa réflexion voudrait être universelle. Mais en même temps, elle est ancrée dans son époque et dans sa société. Et donc on a à la fois une réflexion d'ordre général anthropologique, une réflexion d'ordre sociologique, donc qui se base sur une connaissance précise de sa propre société. Donc il y a cette première partie. Une deuxième partie concerne l'histoire des Arabes au Moyen-Orient et des peuples qui leur étaient contemporains. Une troisième partie concerne l'histoire du Maghreb et des peuples qui leur étaient contemporains, en particulier des passages assez importants sur l'Afrique noire. Donc c'est un projet colossal d'embrasser toute l'histoire de son époque, du monde qu'il connaît. Tout à fait. Donc c'est une histoire universelle qui est, à mon sens, tout à fait unique en son genre, dans la mesure où c'est une histoire qui est fondée sur une conception avec un certain nombre de concepts précis qui sont par exemple le concept de pouvoir, le concept de société, le concept d'évolution, le concept de changement, pour lesquels on ne trouve pas d'équivalent ni dans le cadre de ce qu'on appelle l'historiographie musulmane, ni dans celle des historiographies antiques, médiévales, occidentales ou grecques, latines, etc. Alors le temps passe, les siècles passent après sa mort, et puis au XIXe siècle, les Occidentaux le découvrent, le traduisent, et on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail, mais à ce moment-là, beaucoup disent qu'ils découvrent en Ibn Khaldoun l'inventeur ou le fondateur des sciences humaines modernes. Pourquoi? Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Foucault parle du XIXe siècle comme un petit peu le moment où véritablement les sciences humaines et sociales ont commencé à s'épanouir véritablement. Et au moment où ces sciences humaines et sociales apparaissent en Europe, on découvre Ibn Khaldoun. Or, qu'est-ce qui se passe? Ibn Khaldoun a pratiquement la même approche, la même méthode que celle que découvrent les sciences humaines et sociales et qu'elle commence à appliquer. Donc pour l'Europe, c'était une espèce d'enthousiasme énorme de trouver quelqu'un ailleurs qui, pour sa société et pour son époque, fait la même chose que ce qu'on faisait alors en Europe. Surtout dans une civilisation où la religion est un élément fondamental et plutôt conservateur, et où il apporte, lui, à côté de la religion, des catégories de pensée très modernes, donc très libres de raisonnement critique. C'est-à-dire, il avait une telle capacité de rationalisation qu'il a intégré l'étude de la religion dans le cadre de son anthropologie. Il a essayé de comprendre qu'est-ce que c'est que le prophète, comment fonctionne l'esprit d'un prophète, comment s'inscrit une religion dans le cadre d'une société, comment la religion agit en tant qu'élément idéologique pour la construction d'un pouvoir. Et donc, il a fait ce que nous faisons aujourd'hui. Les questions que nous nous posons aujourd'hui sur la religion sont à peu près celles qui s'est posées également à son époque. Le paradoxe, c'est que cet homme qui est considéré de manière si importante en Occident, cette œuvre plutôt, est relativement peu enseignée au Maghreb et dans le monde arabe. Alors, ça c'est le problème général des sciences humaines et sociales dans les pays arabes et musulmans aujourd'hui. Ces sciences humaines et sociales qui sont absolument capitales dans le monde moderne et qui sont très peu encore, pas suffisamment en tout cas, étudiées, développées, aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau de la recherche. Et donc pour nous, c'est une œuvre fondamentale parce qu'elle nous donne, pour notre propre passé, des éléments de compréhension, des éléments d'analyse qui sont celles que nous voudrions faire trouver aujourd'hui nous-mêmes qu'en nous attelant à une véritable recherche dans ce domaine-là, aussi bien en ce qui concerne la société qu'en ce qui concerne le déroulement de l'histoire. Je rappelle qu'on parle d'un homme du Moyen-Âge. Dernière question en forme de conclusion. Pourquoi le monde arabe et islamique, dont il est porteur de valeurs, ne l'a pas plus lu ou écouté? Alors, à son époque, cette affaire d'une science de la société n'était pas aussi importante, n'était pas parfaitement intégrée dans la culture, et donc finalement son œuvre est passée inaperçue parce que la société n'avait pas un besoin urgent de ce genre de science. Aujourd'hui, au contraire, nous devrions retourner à son œuvre parce que les sciences humaines et sociales deviennent les sciences les plus fondamentales pour la vie moderne
d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi il faut parler d'Ibn Khaldoun, et merci de l'avoir fait avec nous.